Comme cela a déjà été dit, nous répondrons aux frappes en cours sur le territoire russe par des missiles à longue portée de fabrication occidentale, y compris en continuant éventuellement à tester l'Oreshnik dans des conditions de combat, comme cela a été fait le 21 novembre. Actuellement, le ministère de la Défense et l'état-major général de l'armée russe sélectionnent des cibles à frapper sur le territoire ukrainien. Il pourrait s'agir d'installations militaires, d'entreprises de l'industrie de la défense ou de centres de décision à Kiev. Voilà, vos avis aux uns et aux autres. Première réaction sur ce qui donne le ton de cette soirée tout à l'heure sur notre antenne. Nicolas Tenzer disait il ne faut pas sous-estimer la gravité là de ce qui est en train de se passer avec une arme qui potentiellement est sophistiquée. C'est ce que dit aussi le président Zelensky en disant il y a une forme de chantage ce soir auquel l'Occident doit répondre, prendre au sérieux la menace de Poutine. Ludmila Totieva. Tout le but de Poutine, c'est de faire peur aux Occidentaux, de faire peur aussi à l'administration qui va venir, à l'administration de Trump, pour que ce conflit-là soit gelé et qu'il va pouvoir avancer plus tard. Mais ce qui est plus grave, c'est que maintenant, Poutine, après avoir fait la modification de sa doctrine nucléaire, il dit qu'il pourrait utiliser aussi l'arme conventionnelle, mais pour faire les dégâts qui sont comparables à 45 Hiroshima avec Oreshnik. Et il pointe aussi du doigt le fait que Zelensky, soi-disant, soit illégitime. Encore une fois, il revient sur la question de légitimité du pouvoir en Ukraine en disant que voilà, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est quelque chose de très grave, d'où l'importance de ces centres de prise de décision de qui il parle. Réaction vraiment des uns et des autres. Bref, ça introduit, n'est-ce pas, toute la soirée, mais on se rappelle notamment qu'il y a quelques jours encore, le Parlement avait été évacué parce que les Ukrainiens disaient peut-être qu'ils vont tenter de frapper le Parlement. C'était quelques heures après le premier tir de ce missile balistique de moyenne portée, et malheureusement il y a toute raison et les Ukrainiens et les Occidentaux ont toute raison de croire ce que dit Vladimir Poutine. C'est effectivement, vous avez raison, pour faire peur, mais malheureusement Poutine dit un certain nombre de choses qu'il va faire ensuite. Et donc quand il dit dans la déclaration qu'on vient d'entendre, notamment les centres de pouvoir à Kiev, ça veut dire le centre de la capitale ukrainienne. Amiral Vichot, comment est-ce que vous entendez cette menace? Et on va voir dans quelques instants qu'elle est assortie d'un certain nombre d'actes qui sont une vague de bombardements par missiles et par drone. Nous sommes habitués de fait à ce que M. Poutine envoie des missiles balistiques sur l'Ukraine, je dirais pratiquement tous les jours, enfin toutes les nuits, en petit nombre, entre 1 et 6, à peu près, pas à chaque fois. Donc je dirais c'est presque de la routine. Effectivement, ce missile apporte quelque chose de nouveau dans la mesure où c'est un nouvel engin, ou en tout cas un engin revisité, puisqu'apparemment c'est plutôt ça, et qu'il a une portée intermédiaire. Bon, la portée intermédiaire, ça ne sert pas à grand-chose puisque l'Ukraine est située tout près. Ce qui est nouveau plutôt, c'est sa capacité d'avoir plusieurs têtes à l'intérieur de ce missile, c'est sa grande vitesse également, qui en font que c'est une arme effectivement plus efficace que les missiles calibre dont on a l'habitude jusqu'à présent. Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, justement, les calibres portent de l'explosif, et ce missile ne porte pas d'explosif. Enfin, c'est un missile nucléaire qui ne peut porter... Vous n'êtes pas d'accord, amiral, pourquoi là-dessus? Pourquoi vous n'êtes pas là? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce missile ne peut porter que les têtes nucléaires ou les remplacements de ces têtes qui ne peuvent pas s'exposer. Et donc Poutine l'a confirmé aujourd'hui, parce qu'il dit peut-être la prochaine fois on mettra quelques explosifs, mais en réalité on ne sait pas du tout. Il y a beaucoup de bluff dans cette histoire. Et vous avez regardé les visages. C'est pas ce que dit le président Zelensky. Le président Zelensky dit c'est un chantage auquel l'Occident doit réagir. Ah non, ça c'est le chantage, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est un chantage. Parce que c'est du bluff, non. Si c'est du pur bluff, non. Le bluff, c'est qu'est-ce que porte ce missile. Ce missile, c'est un missile balistique presque intercontinental, parce qu'en fait, effectivement, je vous coupe, je veux pas diminuer. Vous êtes expert dans plein de domaines, mais dans ce domaine-là, je me permets de dire non, mais sans du tout vous diminuer vos compétences. Mais là-dessus, peut-être l'amiral Vichot est plus directement expert. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que apparemment, ce missile-là, c'est un missile de portée intermédiaire, comme cela vient d'être dit. C'est un missile dont la particularité, encore une fois, c'est qu'il a plusieurs têtes apparemment mirvées. C'est-à-dire ce sont des têtes qui peuvent être pilotées individuellement et pour toucher des cibles. Mais là où je m'inscris en faux, c'est qu'à partir du moment où vous pouvez mettre une tête nucléaire, c'est que vous avez une capacité en port en poids,
c'est une question de poids, d'emport. Et donc, si c'est pas une tête nucléaire, ça peut très bien être une tête avec un explosif conventionnel. Et puis, les Russes savent faire des explosifs très puissants. On aura le temps d'y revenir très en détail, ne vous inquiétez pas. Très en détail, un mot encore et on va avancer sur ce qui se passe sur l'Ukraine même. Aujourd'hui, qui revient de Dnipro, et donc qui fait partie de l'équipe qui a examiné les débris du missile Oreshnik. Et il expliquait la même chose que ce que dit Sergueï, c'est que quand il ne porte pas de charge nucléaire, il est obligé de porter des charges non explosives, mais extrêmement lourdes. Et c'est ça qui fait les dégâts, c'est que ça tombe du ciel, parce que c'est obligé de partir dans l'espace, ça tombe à une vitesse de 10 Mach, donc c'est 3000 km par seconde, si je ne me trompe pas. Et quand ça touche le sol, ça peut même aller en profondeur, donc ça a une charge explosive très intense, mais pas parce qu'il porte une charge explosive, c'est la vitesse et le poids qui fait cet effet. Nous reviendrons sur le missile Oreshnik, mais indépendamment de cela, il y a un effort de destruction aujourd'hui, déjà maintenant, qui a été fait au cours des dernières heures. C'est cette vague de drones et de missiles qui ont frappé l'Ukraine. Écoutez la séquence qui suit, qui est révélatrice. C'est quelques points qui ont été frappés. Le ciel ukrainien, par endroits saturé. Parce que les drones ne font pas beaucoup. Vous êtes avec nous en direct, Solène Rioux, merci beaucoup. On entend ce soir le président Zelensky qui parle de l'ampleur. Dites-nous un mot de l'ampleur de cette vague de missiles et de drones qui a frappé l'Ukraine ce soir. C'était assez impressionnant parce que ça a commencé aux alentours de 22h30 hier soir et en fait c'est une alerte antiaérienne qui a duré pendant plus de 8-9 heures, donc c'est considérable et surtout c'est une nuit très stressante, très fatigante qu'ont passé tous les Ukrainiens parce que l'alerte a concerné vraiment le territoire tout entier avec des sirènes d'alerte antiaérienne qu'on pouvait entendre sans cesse nous prévenant du décollage des drones de type Shahed ou encore des bombardiers stratégiques Tupolev 95 qui allaient envoyer donc des missiles sur tout le pays, donc c'est vraiment une nuit très angoissante, même si ça n'est pas une surprise. Les Ukrainiens s'y attendaient. Cela fait déjà 2 hivers qu'ils vivent et qui se passent ainsi avec cette même stratégie russe qui consiste à viser les infrastructures stratégiques. Donc ça n'est pas une surprise, mais ça n'empêche pas que la soirée et la nuit a été particulièrement dure et qu'il y a forcément une appréhension à revivre ce type de nuit, d'autant que, au vu de la stratégie, la rhétorique en tout cas de Vladimir Poutine, les Ukrainiens s'attendent à passer un hiver particulièrement long et difficile avec des nuits comme celles qu'on a vécues avec Pauline Lormand. Merci beaucoup Solène Rioux. Vous êtes avec Pauline Lormand. Merci à vous. L'hiver, je crois qu'il fait à peu près 0 degré ce soir à Kiev, en Ukraine. L'hiver arrive et l'hiver ukrainien, c'est quelque chose, c'est le pari de Poutine une fois de plus, mais 3e fois avec d'autres conséquences. Oui, parce qu'on voit que Poutine est en train de monter vraiment en termes d'intensité et aussi la quantité de ces missiles-là. Et l'Ukraine, malheureusement, n'a pas assez de quantité de missiles antiaériennes pour faire face à toute cette augmentation de missiles. Il faut par exemple souligner le fait qu'il y a 1 million de personnes qui sont sans électricité aujourd'hui à cause de ces attaques. Il y a aussi quand même le nombre important, c'est 76 missiles qui étaient tirés. C'est les calibres, les X-101 et aussi les drones qui étaient tirés sur les infrastructures énergétiques, surtout dans l'ouest du pays, où par exemple comme Lviv ou Tchernobyl, et il n'y avait pas pour l'instant, ils ont pu quand même régler certains problèmes auparavant. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Moi, j'écoutais aussi les médias ukrainiens qui disaient que pour la peut-être première fois à Luz, d'autres. Regardez, la carte illustre ce que vous dites, c'est très impressionnant. Regardez, parce qu'il y a des très grandes villes, évidemment. Kiev, ça va de soi. Oui. Kharkiv, qui est la seconde ville, n'est-ce pas? Je crois plus d'1 million d'habitants, c'est bien ça. Hein, et puis Kherson, et puis Mykolaïv, Odessa, la grande ville historique. Lviv, la grande ville de l'Ouest. À la frontière polonaise. Et l'objectif russe, là, c'est si vous voulez, c'est aussi militairement de saturer toute la défense ukrainienne, parce que on parle souvent de Kiev. Kiev est relativement bien protégé, même s'il y a beaucoup de tirs
tirent sur Kiev, la plupart sont arrêtés parce que Kiev est protégé par des systèmes antimissiles. Mais quand il y a des salves, comme la nuit dernière il y a eu, comme il y aura peut-être cette nuit, la défense est saturée. Et ce qu'on voit parfaitement sur cette carte, c'est à quel point les Russes là parviennent à cet objectif, y compris en allant taper à Lviv, complètement à l'ouest du pays. Et donc là, la défense ukrainienne ne peut pas faire grand-chose. C'est le cas maintenant, à l'heure où on parle. Oui, en ce moment. Là, j'ai regardé, c'est une grosse moitié est du pays qui est sous l'alarme de l'attaque de drones. C'est en cours, c'est en cours à l'heure où nous parlons. Et il faut dire à quel point comment dit-on là, l'organisation ukrainienne là est très rodée, c'est-à-dire tout le monde sur son téléphone portable a en permanence les alertes. C'est ça. Voilà. Oui, et il faut effectivement suivre. Il y a les incitations de la part du gouvernement de vraiment suivre les conditions de sécurité, c'est-à-dire il faut aller dans les abris, soit selon la règle de 2 murs, il faut se protéger là-bas, soit aller dans les abris. Parce que quand on parle de la saturation du ciel, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez de justement moyens pour pouvoir faire face. Sergueï me montre son téléphone portable où on voit la carte des alertes sur son téléphone. En fait, si vous le montez au niveau de votre visage, on la verra. C'est-à-dire effectivement, c'est vous voyez tout le rouge, c'est les parties qui sont sous l'attaque. Et aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que hier, par exemple, il y avait un peu moins, et il y avait du rose, il y avait du blanc. Maintenant, c'est quasiment la moitié du pays qui est à l'est, qui est en rouge. Et c'est très impressionnant. Le renseignement américain, notamment, repère les drones et les missiles au moment de leur départ depuis la Russie, informe notamment les ambassades et un certain nombre de points cruciaux. Le parcours des missiles est très connu. Là, c'est une opération très rodée, hélas, quand même avec des destructions réelles. Oui, tout à fait. Mais la surveillance du ciel, c'est une préoccupation constante des Américains, mais de l'OTAN lui-même, qui suit effectivement tout ça avec tous les moyens combinés de tous les alliés. C'est ça qui donne la force d'ailleurs à ce renseignement. Mais de savoir qui vole où et où ça vole, c'est une chose. Pouvoir l'intercepter, c'en est une autre. Bon, ça facilite quand même grandement le travail des moyens de défense antiaériens ukrainiens, mais comme cela vient d'être dit, le problème, c'est le nombre de missiles qu'on peut aligner en face et le nombre de batteries qui se trouvent sur la trajectoire. Va nous rejoindre Masha Kondakova. Merci beaucoup Masha Kondakova. Vous avez beaucoup d'amis, de relations à Kiev et vous allez pouvoir réagir dans un instant. Lisons ce que dit le président Zelensky. Au total, environ 100 drones de frappe et plus de 90 missiles de différents types ont été lancés. Plusieurs régions ont signalé des frappes de missiles calibre à sous-munitions visant délibérément des infrastructures civiles. Et écoutez, rarement on avait entendu Vladimir Poutine de la même façon. La première fois. C'est la première fois où il donne ces chiffres et il dit que 17 objectifs ont été visés, ont été atteints. Il fait lui-même le bilan comme s'il avait lui-même donné l'ordre, disons, c'est d'ailleurs le cas certainement, mais enfin jusque dans le détail du nombre de ce qui a été frappé, etc. Écoutez-le. Il y a quelque chose de très intéressant. Écoutons-le. Nous avons mené une frappe avec 90 missiles et 100 drones. 17 cibles ont été touchées. Je le répète une nouvelle fois, ces frappes sont en réponse aux attaques continues sur le territoire russe par les missiles américains. Il y aura toujours une riposte russe à ces attaques. C'est la première fois effectivement où il fait référence directe à ce qui s'est passé. Il a donné le nombre de missiles qu'il tirait, il a donné le nombre de drones, et il a surtout a dit que 17 objectifs ont été atteints. Ça veut dire que sur les 190 objectifs objets volants, il y a seulement 17 qui ont atteint l'objectif. Tous les autres étaient abattus ou détournés. Masha Kondakova, vous êtes une actrice très connue en France et en Ukraine. Quel écho est-ce que ça a pour vous et pour toutes et ceux que vous connaissez à Kiev? C'est un choc, c'est terrible. Je suis partie ce matin, j'ai passé un mois en Ukraine. J'étais à Odessa, à Kiev, à Lviv, à Soumy, parce que je tourne un film qui parle de soldats vétérans sous les prothèses. Vous savez, ma question on nous demande trop, j'ai l'impression. L'Occident demande trop aux Ukrainiens. Il faut tenir la ligne de front. Il faut tenir en arrière de front. Et on se tient, mais
en fait, quand on parle de la ligne rouge, c'est cohérent à la ligne de résistance des Ukrainiens. La ligne morale, la ligne physique, la ligne militaire. Et jusqu'à l'arrivée de Trump, Poutine va à petit feu détruire l'Ukraine. Ce que j'entends disent des Ukrainiennes autour de moi. Le contraste est sévère entre l'Ouest et l'Est en Ukraine. Et quand j'entends, je suis complètement d'accord avec les spécialistes, Sergei, Ludmila, Luca. Effectivement, il faut descendre quand on entend l'alerte, quand votre téléphone sonne. Mais c'est pas possible de le faire tout le temps, c'est juste impossible. On est parti en tournage, il y avait les chahettes qui sont volées sous notre tête. C'était 5h30 du matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On était dans un bus. Tu vas nulle part, tu attends et tu entends, tu écoutes. Où est-ce que ça va arriver? Oui, vous montrez tout de suite les images qu'il y a certains de gens qui suivent les... Oui, il y a des gens qui... Ma tante, elle va dans la salle de bain parce que c'est le seul endroit qui est le plus protégé. Mes parents sont passés aujourd'hui 8 heures sans électricité. Il fait très froid à Kiev, en Ukraine aussi. -5. Sans électricité, sans de l'eau chaude, sans pouvoir se réchauffer ou boire quelque chose de chaud, je ne sais pas comment des gens vont survivre. Troisième, l'hiver de cette ampleur inhumaine. Je trouve que l'Occident nous demande trop. On se tient, mais il faut peut-être une autre réaction.